Bonsoir à tous, bienvenue dans Analyse Hebdo. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nouvelle émission pour tenter de comprendre un peu mieux les enjeux politiques et sociaux en Guadeloupe et dans le reste du monde. Avec nous pour en parler, comme chaque semaine, Georges Calixte. Bonsoir Georges. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV, merci de nous prêter attention. Alors je rappelle que vous êtes politologue et docteur en sciences politiques, les nouvelles obligations pour la détention d'armes, le sursaut des élus dans cette crise sociale et la candidature de Christiane Taubira sont les sujets que nous allons aborder avec vous dans un instant. Georges Calixte, pour commencer, les armes à feu, fléau de la région Caraïbe, sont nombreuses dans les foyers guadeloupéens. Les autorités mènent régulièrement des campagnes pour les récupérer et de nouvelles obligations pour en posséder existent justement. Quelles sont ces nouvelles obligations ? Alors en fait, nous ne sommes pas spécifiques par rapport au nombre d'armes en circulation à la Guadeloupe, en tout cas dans les foyers, puisqu'à l'échelle nationale, on identifie à peu près 5 millions de détenteurs d'armes, ce qui correspond à peu près à un pourcentage non négligeable de la population française. En fait, l'acquisition d'une arme relève du principe de liberté. Bien sûr, je parle d'armes dites de catégorie C, des armes de chasse par exemple. Quelqu'un qui a validé son permis de chasse peut effectivement se procurer une arme. Il se trouve que le législateur a dû trouver un compromis entre cette liberté d'acheter une arme, mais en même temps d'identifier une certaine traçabilité pour savoir qui possède des armes et combien d'armes il y a en circulation. Et on a assisté à des dispositions restrictives qui sont intervenues progressivement. D'abord, on avait, rappelez-vous, il n'y avait pas encore le permis de chasser, on avait l'achat d'une arme en toute liberté. Dans un deuxième temps, il a fallu, pour acquérir une arme, avoir une validation, donc un permis valide. Quand on a, depuis le début des années 2000, l'acquisition d'une arme chez un armurier se faisait que l'armurier faisait la déclaration. Maintenant, et à partir du 1er février 2022, la situation change complètement. Parce que ce qui se produisait, quand vous aviez des armes très anciennes, où il n'y avait pas encore cette obligation, par exemple, que l'armurier fasse la déclaration, vous étiez dans une situation où vous déteniez des armes sans aucune traçabilité. Elles étaient chez vous. Maintenant, les dispositions changent. Alors, quelles sont-elles ? D'abord, toutes les armes que vous avez chez vous, vous devez vous rendre sur le site du ministère de l'Intérieur, enlever un CRFA et un CRFA par arme et vous rendre chez un armurier. En fait, pourquoi il faut vous rendre chez l'armurier ? C'est lui qui assure que sur le CRFA, c'est bien le numéro de l'arme qui est déclaré. Et une fois que l'armurier a certifié sur le CRFA que c'est bien l'arme, vous envoyez cette déclaration, ce CRFA, à la préfecture et vous allez recevoir du ministère de l'Intérieur un numéro de compte qui vous permettra à tout moment de pouvoir consulter les différentes armes qui sont officiellement déclarées, que vous avez déclarées, que vous avez en votre possession. Alors quel est l'intérêt ? C'est que si vous voulez vous débarrasser d'une arme, cette démarche se fera concrètement. Il y a la campagne Déposer les armes. Vous déposez l'arme, vous avez l'attestation de la gendarmerie ou de la police municipale, ou en tout cas de l'autorité qui a récupéré l'arme. Vous envoyez sur votre compte, on sait que l'arme est supprimé de votre compte. Mais il n'empêche que le ministère sait à tout moment combien d'armes vous détenez et surtout où sont-ils stockés. Ça veut donc dire que si demain vous êtes condamné et que cette condamnation entraîne comme peine complémentaire la non-détention d'une arme, eh bien il est très facile pour la gendarmerie de débarquer chez vous. Ils savent combien de fusils vous avez. Ils font la photocopie du listing de vos armes et ils vérifient que les armes qu'ils récupèrent sont bien les armes qui sont officiellement détenues. Donc, si vous voulez, ça permet de clarifier, en tout cas d'une certaine traçabilité
au niveau des armes, parce qu'il faut le reconnaître, cette situation faisait qu'il y avait une accumulation d'armes et que les campagnes visant à déposer les armes n'empêchent pas que se commettent des homicides ou alors certains délits avec usage d'armes à feu. Ce que je voudrais simplement dire en conclusion sur cette partie, c'est que nous avons tous, de début février jusqu'à juillet, pour pouvoir mettre en place la procédure de déclaration. Au-delà, la détention de l'arme, quand bien même on a un permis de chasser validé, sera considérée comme étant illégale. Enfin, et ce sera ma conclusion, il ne faut pas non plus trop accuser par exemple les chasseurs de négligence, parce qu'en réalité, les armes qui servent à commettre les méfaits, ce sont des armes de poing, ce ne sont pas les chasseurs. Lorsqu'il y a usage des armes à feu sur les forces de l'ordre, on voit bien des impacts de balles. Les chasseurs à la Guadeloupe n'utilisent pas de fusil à balles puisqu'il n'y a pas le tir de gros gibier. Ça veut donc dire que la vraie question, c'est la perméabilité de nos frontières. S'il y a des armes de guerre, y compris des Kalachnikov ou bien d'autres armes de gros calibre, de poing ou pas, qui circulent, c'est bien parce que dans le cadre de nos frontières, qui sont de véritables passoires, il n'y a pas suffisamment de moyens au niveau des forces de police pour contrôler les trafics en tout genre, qui va depuis les trafics de stupéfiants, jusqu'au trafic d'armes. Et c'est vrai que ça permet à la Guadeloupe une circulation d'armes illégale, et je reste persuadé qu'il y a. Alors, nous avons fait, la Fédération départementale des chasseurs a fait un point, il y aura environ 5000 personnes à la Guadeloupe qui seraient détentrices d'armes, mais il va sans dire que s'il fallait y ajouter les armes en circulation clandestine, on serait pas loin de 50% de plus par rapport aux armes détenues légalement par les chasseurs. Donc il faut être vigilant à ce niveau-là, puisque nous arrivons quand même à un stade où les armes de guerre s'installent progressivement dans les pratiques de grand banditisme et que ces armes de guerre risquent de toute façon de mettre nos forces de l'ordre en difficulté. Bien, je vous propose de passer au deuxième thème de la semaine. Vous allez nous parler, vous qualifierez dans un instant le sursaut des élus dans cette crise sociale en Guadeloupe. Georges Calixte, le chef de l'État, a répondu à la demande insistante des différents territoires d'outre-mer en proposant aux élus locaux un moment d'échange en visio jeudi. Les élus locaux se positionnent de quelle manière dans cette crise sociale ? Alors, on profite toujours, Marius, pour faire le point déjà sur l'évolution des événements depuis notre première intervention de vendredi dernier. Et c'est vrai, le collectif reste toujours actif sur la base des militants les plus déterminés. Donc il y a eu quelques barrages ça et là sous lesquels les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement. L'élément majeur, il n'y a pas eu donc de dialogue, ne serait-ce qu'amorcé entre les élus et le collectif. Par contre, vous avez effectivement soulevé la problématique de la conférence, en tout cas la visioconférence qu'il y a eu avec le président de la République. Et pour évaluer l'intérêt de cette visioconférence qui est intéressante, il faut voir deux critères. Ce qu'avait demandé Harry Chalus et le format utilisé par le président de la République. Ce qu'avait demandé Harry Chalus, il lui avait écrit personnellement, en demandant à ce que le personnel qui, parce qu'il n'a pas été vacciné, a été plongé dans une grande précarité, puisqu'ils n'ont pas de salaire, ils perdent même pour certains leur droit à l'avancement et à la retraite. Et Harry Chalus avait demandé à ce qu'ils soient indemnisés. Le président de la République est resté extrêmement évanescent sur cet aspect-là. Et là maintenant j'en viens au format. Il n'a pas fait une visioconférence spécifique à la Guadeloupe. Il a fait une visioconférence pour tous les territoires, en tout cas ultramarins, qui étaient en situation d'état d'urgence sanitaire. Alors, quelle est l'interprétation que l'on peut faire de ce format? D'abord, ça veut dire qu'il n'entendait pas appliquer la logique suivant laquelle
à particularité spécifique d'un territoire, pourrait s'appliquer des règles particulières. Ça veut donc dire qu'à partir du moment où vous réunissez tous les territoires, vous ne pouvez pas dire, bon écoutez, moi je prendrai telle disposition pour ce territoire qui serait plus favorable, qui plus est, s'écartant de la loi, en laissant les autres territoires. Donc il y avait obligatoirement une obligation, en tout cas une obligation d'harmonisation des choses. Alors, sur quelle thématique s'est appuyée cette harmonisation? Mais il a rappelé la solidarité nationale. Il envisage, comme c'est déjà le cas à La Réunion, l'envoi de renforts supplémentaires. Ce qui, me semble-t-il, ne va pas arranger le climat de tension sociale, puisque fort légitimement, ceux qui ont été suspendus et qui sont sans salaire verront ce qui arrive, non pas pour les aider comme c'était le cas pour la première fois, et ça ne s'est pas forcément passé dans la meilleure des ambiances, mais verront finalement ceux qui viennent comme étant ceux qui vont les remplacer alors même qu'ils sont en situation de précarité. Il a rappelé la solidarité nationale en disant qu'il y avait également envisagé des évacuations sanitaires qui ont commencé d'ailleurs à la Martinique. Et il a dit, je propose, puisqu'il y a une réticence au niveau de l'outre-mer, que le nouveau vaccin qui arrivera, qui lui n'est pas sur la base de l'ARN messager et qui sera mis en circulation d'ici au plus tard la mi-février, et bien que l'outre-mer soit en priorité doté de ce vaccin, de telle sorte que ceux qui craignent l'ARN messager puissent trouver dans ce vaccin en tout cas peut-être une solution qui serait, si vous voulez, beaucoup plus sécurisante. Donc actuellement, jamais le président de la République n'a fait, en tout cas, n'a émis l'intention de vouloir aménager la loi particulièrement. Par contre, il a dit, écoutez, puisque ça vous gêne qu'il y ait eu cette approche transversale sur plusieurs territoires, il est en campagne électorale, je suis prêt à ce que nous puissions faire des visioconférences territoire par territoire. Mais attention, il n'a pas fixé de date. En fait, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Compte tenu que la loi sur le pass vaccinal laisse au préfet le soin d'adapter la situation, il va permettre au préfet d'engager le dialogue avec les élus locaux, au point que chaque territoire aura un aménagement, je dis bien un aménagement, puisque la loi a vocation à s'appliquer de toute façon, sauf si évidemment il y a une évolution favorable de la situation sanitaire. Et ce n'est que lorsque les préfets auront effectivement négocié avec les élus qu'il va, au cas par cas, reprendre des négociations avec chacun des territoires ultramarins. Mais il ne fera que rappeler le droit et rappeler les dispositions qui ont été prises par les préfets parce que la loi, à l'heure actuelle, le leur permet. Donc, je comprends que certains élus soient déçus, surtout qu'il y avait l'espoir que certains pères et mères de famille qui sont en situation dramatique, il faut le dire, voient une amélioration. Il n'en est absolument rien et il en est même plus inquiétant parce que, je vous rappelle, qu'au terme des dispositions de la loi du 5 août, mais reprises en grande partie par la loi sur le pass vaccinal, pour qu'un agent, par exemple des services hospitaliers, qui n'est pas rentré dans la plateforme avant le 31 décembre, pour qu'il voit sa suspension levée, qu'il réintègre son poste, il faut qu'il ait un schéma vaccinal complet. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, plusieurs semaines. Ben écoutez, c'est exactement 4 mois. Voilà, c'est là où je vous dis la situation est quelque part dramatique. Alors, on verra dans quelle mesure les préfets mettront en place cette disposition, mais elle ne va pas régler le problème de ceux qui sont toujours dans la plus grande des précarités. Et c'est là où je dis qu'il y a maintenant un certain public, et c'est peut-être ceux qui tiennent le collectif, qui sont à bout. Ben, ils sont au bout du rouleau. Ils ne peuvent plus payer les études de leurs enfants, ils ne peuvent plus effectivement se nourrir correctement. Il y en a qui l'avouent très clairement. Ils ne peuvent le faire que grâce à la solidarité du public.
Et c'est vrai qu'à mon sens, on ne peut pas laisser perdurer une situation comme celle-là. Bien, je vous propose de passer au troisième et dernier thème de la semaine, la candidature de Christiane Taubira aux élections présidentielles de 2022. Georges Calixte, l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, tenait son premier meeting de campagne jeudi soir devant plusieurs centaines de personnes. L'occasion pour elle de livrer sa vision du pays et d'attaquer aussi le bilan d'Emmanuel Macron. Quel sens donner à sa candidature pour ces futures élections? Christiane Taubira profite d'une gauche complètement atomisée. Au départ, 6 candidats. Arnaud Montebourg a pris l'initiative de se retirer. Il reste encore quand même 5 candidats dont la majorité refuse toute forme de primaire. Alors, Christiane Taubira quand même rappelle de son parcours très rapidement. Elle a été garde des Sceaux, donc elle a été numéro 2 du gouvernement. Et c'est vrai qu'elle a eu une certaine sympathie des électeurs de gauche, puisque les derniers sondages Harris réalisés il y a 5 jours disaient qu'elle était la personnalité de gauche la plus appréciée avec 67%, alors que je rappelle que Jean-Luc Mélenchon n'était qu'à 51%. Donc elle bénéficie d'un capital de sympathie. Maintenant, il faut être réaliste et voir quelles sont les limites de sa candidature. Et pour l'instant, j'en vois 5. La première, c'est qu'elle a été dans l'inconscient collectif ou la conscience collective des électeurs de gauche, celle qui aurait empêché Lionel Jospin d'être au 2e tour de la présidentielle de 2002 et qui aurait favorisé l'émergence de Jean-Marie Le Pen. On va y revenir, puisque ce n'est pas forcément la réalité. Mais il n'empêche que c'est ancré dans la conscience collective. D'autre part, son programme est assez peu précis. On sait qu'il s'articule autour de la jeunesse, à savoir que tous les jeunes jusqu'à 25 ans aient un revenu minimum de 800 €, qu'il y ait 20 000 € de prêts automatiquement garantis par l'État pour ceux qui voudraient entreprendre. Elle intervient aussi sur la justice sociale pour taxer les plus riches, dit-elle. Et également, elle propose pour l'écologie qu'il puisse y avoir une TVA à taux zéro pour tous les produits qui soient écologiques. Bref, elle avance un certain nombre d'idées, mais le programme stratégique qui consiste à pouvoir dire mais qu'est-ce qui changera dans le système de valeurs qu'elle va promouvoir par rapport à l'économie, au social, aux politiques, puisqu'elle parle effectivement de pacte républicain. Qu'est-ce qui va changer? Elle reste quand même vague. À mon avis, à ce stade, elle se devrait d'être beaucoup plus précise. Elle est créditée 4e obstacle à 5% des intentions de vote. Me direz-vous, c'est un peu plus qu'en 2002 où elle avait fait 2,3%. Mais elle est quand même assez loin derrière Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Enfin, elle a eu, concernant la vaccination, des atermoiements, puisqu'au départ, elle n'était pas franchement pour la vaccination. Maintenant, elle a fait un virage à 180 degrés en disant il faut rendre la vaccination obligatoire. Ça veut dire que pour l'instant, il y a malgré la sympathie dont elle bénéficie, il y a quand même un certain nombre d'obstacles. Et je conclurai sur cette affaire-là, puisqu'il faudra attendre les résultats de la consultation populaire. Mais soyons réalistes. L'histoire de la France et son histoire coloniale, même si Christiane Taubira a été numéro 2 du gouvernement en tant que garde des Sceaux, la représentation de la France de l'outre-mer ne peut pas produire le même effet de la représentation des Américains par rapport aux Afro-Américains. Je pense à l'élection de Barack Obama. Et vous avez, si vous voulez, 2 éléments. Rappelez-vous Gaston Monnerville, et là les historiens sauront en parler davantage que moi, qui, à un moment donné, est à quelques encablures d'assurer l'intérim de la présidence de la République. Vous avez vu
pourtant le général de Gaulle qui connaissait l'outre-mer et les colonies, comment il y a eu les stratégies, y compris législatives, de modification législative, pour l'empêcher d'accéder tout à fait au pouvoir, en tout cas d'assurer l'intérim de la présidence de la République, qui aurait permis par exemple à un Guyanais, en tout cas un ultramarin, d'accéder à cette présidence de la République. Enfin, il y a probablement au niveau de la candidature de Christiane Taubira, peut-être l'expression d'une diversité qui est plus ou moins tolérée dans la culture française en tant que puissance coloniale, mais je ne pense pas, je pense que ces deux obstacles qui sont liés à ces origines ultramarines ne sont pas forcément des éléments. La France, à la limite, va accepter qu'il y ait des hauts fonctionnaires originaires de l'outre-mer, parce que ces hauts fonctionnaires sont soumis à une autorité verticale hiérarchique. Nous l'avons montré il n'y a pas très longtemps. Ça ne posera pas de problème puisqu'ils sont contrôlés. Par contre, avoir une ultramarine qui, par exemple, serait Premier ministre ou, a fortiori, président de la République, me paraît pour l'instant relever de la vue de l'esprit. Et si Christiane Taubira arrive à franchir le cap des 5%, si elle est candidate, arrive à franchir le cap des 5%, ce sera un véritable exploit qui lui permettra au moins de se voir rembourser les dépenses faramineuses qui constituent, en tout cas qui sont nécessaires pour une campagne présidentielle. Merci Georges pour votre analyse. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.